Samedi 2 novembre 2024, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page sociale, la caravane médicale Faradoub qui est partie aujourd'hui et passera dans 5 districts du sud de Madagascar pour y offrir des soins sanitaires de proximité. L'épouse du président de la République, Mial Radziwiłł, également présidente de l'association FITI, et la marraine de la caravane médicale en partenariat avec le ministère de la Santé publique, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Population avec divers partenaires. Reportage de Radu Ramananzatouf, Kevin Ravunerson et Mervola Sferen. La dernière vague de la caravane médicale est partie ce matin de l'hôpital Joseph Ravang à Genaval. Une douzaine de véhicules apporteront des soins et des offres de santé gratuits à la population dans 5 districts du sud de Madagascar, notamment à Antsirabe, Balavao, Sakara, Touliar et Antanmev. De nombreux services de santé comprenant des consultations de santé générale, divers dépistages, le diagnostic et la prise en charge des enfants victimes de la malnutrition, la vaccination, la planification familiale, la prévention des maladies contagieuses et diverses sensibilisations seront mises à la disposition des habitants des lieux où passera la caravane médicale. Il s'agit d'un événement mariné par la première dame et également présidente de l'association FITI, Mial Radziwiłł, avec la participation du ministère de la Santé publique, du ministère de la Sécurité publique, du ministère de la Population et de la Solidarité, ainsi que divers partenaires. Si, au début, en 2019, seulement un camion avait apporté des offres de santé, actuellement, la caravane est constituée d'une dizaine de camions. Comme lors des éditions précédentes, la sensibilisation à la lutte contre les violences est incluse parmi les activités de la caravane médicale. Et aujourd'hui, 2 novembre 2024, jour des morts, de nombreuses personnes se sont souvenues des membres de leur famille décédés et ont choisi d'apporter des fleurs sur leur tombeau aujourd'hui, selon ce reportage de Radu Ramananzatouf et Kevin Ravunerson. Chez les fleuristes d'Anous, c'était l'affluence en ce 2 novembre, jour de la fête des morts. C'est une tradition chaque année de se souvenir des membres de la famille décédés en déposant des fleurs sur leur tombe. Les prix des fleurs varient de 5 000 à 20 000 ariars. Les clients ont l'embarras du choix entre les fleurs naturelles et celles artificielles. Néanmoins, le nombre d'acheteurs a diminué cette année selon les vendeurs. Certaines familles ont choisi de déposer des couronnes de fleurs sur les tombes hier, le 1er novembre, jour du Toussaint. Certains ont effectué des offices religieux pour se souvenir de leurs proches décédés. Dans la page politique de ce soir, le député Tutsu Ideal Ranjanarsou et son épouse ont écouté les doléances des habitants de la commune Masianak, district de Vangajan, aux régions du sud-est de Madagascar, tout en visitant l'avancement des travaux de construction du CSB2. Hier, il n'y a plus aucun district oublié et Vangajan sera en développement. Tel est l'objectif. Reportage de Felna Kotarsoul. Le centre de santé de base de Manit, dans la commune de Masianak, pourrait être achevé avant la date prévue. C'est ce qui a été constaté lors de l'inspection effectuée par le député cette semaine. La moitié des travaux est déjà réalisée après seulement 2 mois. En outre, cet élu a assisté à la distribution de fournitures essentielles pour les 3 469 habitants de la commune de Masianak, et a distribué plus de 900 kits scolaires, comprenant entre autres des cahiers, des sandales pour les élèves. Il y a eu également la présentation de machines aux agriculteurs pour les aider dans leur production et leur subsistance en prévision de la contre-saison. Le député élu à Vangajan, Tutsu Ideal Ranjanarsou, a offert des puits dans chaque Fukuntan qu'il a visité, à savoir Anous Umbi, Manit, Ankataf, Tavmalai dans la commune Masianak. Il a également tenu des rapports sur les nombreux travaux qui ont été réalisés à l'Assemblée nationale pendant la session ordinaire actuelle. Les communes de Bevat et Ranmen recevront très prochainement la visite du député Tutsu Ideal Ranjanarsou et de son épouse.
Et dans la page fait divers de ce soir, le litige portant sur un terrain 6 à Mbouanar à Nouzbé a connu une évolution. En effet, suite à des investigations que vous avez pu suivre lors de nos précédentes éditions, le ministère de la Justice a publié un pile qui déclare que l'ordonnance qui a été émise est suspendue et ne peut être exécutée. En revanche, lors de l'enquête du ministère de la Justice, il a été constaté qu'il n'y avait pas eu d'abandon du terrain par son propriétaire. Selon l'avocat du propriétaire foncier, les conditions pour mettre fin à ce litige qui a duré une trentaine d'années sont remplies. Les détails avec Mervoula Tsveren. Les illégalités concernant le terrain de 1 hectare 33 ici à Mbouanar, à Fouktan Bateri, commune de Nouzbé-Elville, se poursuivent alors que le litige a commencé depuis 1993. L'affaire est passée par différentes instances judiciaires. À Nouzbé, Maadzank Ansranan et celui qui a acheté le terrain a toujours eu gain de cause. Ainsi, au bout de 16 ans de bataille juridique, c'est-à-dire en 2010, le litige aurait dû complètement prendre fin. Cependant, en 2013, un agriculteur a obtenu frauduleusement la prescription acquisitive pour une partie des terres de son employeur. Cela a provoqué le deuxième différend sur ce terrain. Au total, cela fait 30 ans que le propriétaire de ce terrain est confronté à un litige concernant son terrain. Étant malade à cause de ce conflit foncier, il a demandé à son avocat de mettre fin à ce litige foncier. Pour autant, ceux qui ont obtenu frauduleusement une prescription acquisitive font actuellement des déclarations sur les médias, malgré la lettre du ministère de la Justice, affirmant qu'il n'y a pas d'abandon du terrain par le propriétaire, affirme cet avocat. Une demande de suspension de la prescription acquisitive a également été présentée par le procureur général de la Cour suprême. Pour toutes ces raisons, l'avocat du propriétaire du terrain lance un appel aux différents responsables pour qu'ils prennent des mesures contre les personnes qui s'approprient les terres de manière inappropriée. Ils appellent également le Bianco à mener une enquête sur cette affaire. Dans le reste de l'actualité de ce soir, le ministre de l'Environnement et du Développement durable participe au High-Level Segment Plenary de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité à Cali City en Colombie. Le Segment Plenary est destiné aux ministres en charge de la biodiversité du monde entier, au cours duquel ils feront une déclaration sur la prise de responsabilité dans la protection de la biodiversité. Le ministre malgache de l'Environnement a souligné que Madagascar a pris des mesures concrètes pour mettre en œuvre des actions synergiques visant à lutter à la fois contre le changement climatique et la perte de la biodiversité. Toujours un reportage de Mervoula Tsveren. 80% de la faune et de la flore de Madagascar sont endémiques. Madagascar est également le seul endroit au monde où les lémuriens vivent encore à l'état sauvage, avec plus de 112 espèces. Madagascar est l'un des 18 pays possédant les ressources naturelles uniques, parmi les endroits où l'on retrouve des espèces animales rares et parmi les 8 derniers pays dotés de forêts qui absorbent le dioxyde de carbone. Cela montre que Madagascar continue de contribuer à la protection de l'environnement. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable a annoncé, lors du High-Level Segment Plenary de la Convention des Nations Unies sur la biodiversité à Cali City en Colombie, que Madagascar a déjà aligné avec succès la stratégie et le plan d'action national pour la biodiversité avec le cadre mondial pour la biodiversité, Cumine Montréal. Par ailleurs, le ministre de l'Environnement et du Développement durable a confirmé lors de cette réunion des ministres responsables de la biodiversité mondiale que le renforcement des capacités et la diffusion de l'information atteignant les principaux acteurs tels que les communautés de base, les autorités, les chercheurs, le secteur privé, le gouvernement et la société civile a été renforcé. Madagascar a également choisi l'écotourisme comme option économique pour développer la communauté et valoriser la biodiversité, a déclaré le ministre Max Andmirina-Fontaine. Et c'est la raison pour laquelle la loi a été adoptée cette année pour encourager les projets d'écotourisme dans les zones protégées. Et les laboratoires disposant d'une accréditation sont encore rares à Madagascar, alors que le fait d'avoir cet agrément permet à Madagascar d'améliorer ses pratiques commerciales, notamment pour faciliter la circulation de toutes les marchandises, a affirmé le président du CLAM ou Consortium des laboratoires de Madagascar. Reportage signé Andienne Martina. Seulement 1 sur la quarantaine de laboratoires existants à Madagascar est accrédité d'après les statistiques publiées par le CLAM ou Consortium des laboratoires de Madagascar.
Les infrastructures qualité, telles que les organismes d'accréditation et les institutions de métrologie qui vérifient les différents appareillages utilisés dans les laboratoires, sont encore peu développées dans le pays. L'absence de ces infrastructures ne permet pas l'accréditation des laboratoires existants. Ainsi, pour la reconnaissance internationale d'un produit, nous avons recours à des laboratoires accrédités de Maurice ou d'Afrique du Sud, entre autres, ce qui augmente le coût de ces produits d'après les informations. L'objectif pour Madagascar est d'accréditer tous les membres du CLAM, quel que soit leur secteur d'activité. Le CLAM organisera une rencontre annuelle afin de mobiliser tous les laboratoires, tous secteurs confondus et les infrastructures qualité, et ainsi afin d'unir les efforts pour promouvoir la qualité au niveau national. Et pour cette année, cette rencontre se tiendra le 6 novembre. À noter que le CLAM est déjà membre de l'association régionale des laboratoires de la SADC actuellement. Dans les informations internationales de ce soir, le Hezbollah libanais a revendiqué ce samedi des tirs de roquettes menés peu avant l'aube sur une base du renseignement militaire près de Tel Aviv, dans le centre d'Israël. Les détails avec 124. Ces images ont été diffusées par l'armée israélienne. Selon elle, on peut y voir ces soldats en pleine opération dans le sud du Liban. C'est là qu'ils mènent une offensive terrestre depuis fin septembre. En parallèle, Israël poursuit ses frappes sur le reste du pays. Les autorités affirment viser des sites du Hezbollah, comme ici, sur cette banlieue de la capitale, Beyrouth. Plusieurs immeubles ont été détruits. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément de problèmes. Les voitures prennent feu et les bâtiments s'effondrent par-dessus. Ce qui complique les choses, car il nous faut beaucoup plus de temps, 4-5 heures, pour localiser d'où viennent les flammes et les éteindre. Mais on tient bon, grâce à Dieu. Si le Hezbollah est affaibli, il continue lui aussi de viser le territoire israélien. La milice chiite libanaise a revendiqué plusieurs frappes ce samedi, notamment dans le centre du pays. Des roquettes ont atteint la ville de Tyra, à majorité arabe. Nous avons entendu un bruit d'explosion puissant. Une roquette est tombée dans notre quartier, dans notre ville de Tyra. Ce n'est pas une blague, c'est quelque chose de très effrayant. De part et d'autre de la frontière depuis le 23 septembre, cette guerre ouverte fait de nombreuses victimes. Selon les autorités israéliennes, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées, alors que côté libanais, d'après le ministère de la Santé, le bilan pourrait bientôt dépasser les 3000 morts. Et le président ukrainien a accusé hier soir dans un message publié sur Telegram les alliés d'attendre que l'armée nord-coréenne commence à attaquer les Ukrainiens. À 3 jours de la présidentielle américaine, la victoire potentielle de Donald Trump inquiète les Ukrainiens. 124. Dans les rues de Kharkiv, meurtries par la guerre, les Ukrainiens ne cachent pas leur inquiétude. À quelques jours de l'élection présidentielle américaine, la victoire potentielle de Donald Trump inquiète. Le candidat républicain promet de mettre fin à la guerre en 24 heures. Trump entretient des liens étroits avec la Russie de Poutine. S'il arrive au pouvoir, il mettra probablement en œuvre les plans élaborés en 2014. La division de l'Ukraine le long de la rivière Dnipro, la partie orientale allant aux Russes. C'est précisément ce qui était prévu en 2014 et qui a conduit au début de cette guerre. La rhétorique de Trump change très rapidement, presque à chaque minute. Il pourrait changer sa rhétorique 3 à 4 fois en une seule journée. Donc tout peut arriver. À Moscou également, l'élection présidentielle américaine est scrutée de près. Depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février 2022, le pays est soumis à d'importantes sanctions de la part des États-Unis. Je penche plutôt pour Trump parce que premièrement, il veut mettre fin à toutes les hostilités en Ukraine et disons qu'il veut la paix du côté américain. Et franchement, si Harris gagne, une sorte de guerre civile pourrait éclater aux États-Unis ou un coup d'État, quelque chose comme ça. De ce point de vue, beaucoup comptent sur le milliardaire américain pour mettre fin à la guerre. Aujourd'hui, nous sommes soumis à des sanctions et nous ne pouvons donc pas acheter beaucoup de choses à l'étranger, ou nous les achetons à des prix très élevés. Alors bien sûr, l'élection américaine aura un impact sur nos vies. Début septembre, Vladimir Poutine a indiqué qu'il penchait plutôt vers Kamala Harris. Une déclaration bien sûr tout en ironie. Mais il n'a pas pour autant soutenu publiquement Donald Trump. Le président russe a toutefois salué la sincérité du candidat républicain dans sa volonté d'instaurer la paix en Ukraine.
Et justement, à moins d'une semaine de l'élection du prochain président des États-Unis, les Israélo-Américains habitant une colonie de Cisjordanie occupée espèrent une victoire du candidat républicain Donald Trump. Le point avec France 24. En 2018, Benjamin Netanyahou déclarait qu'Israël n'avait pas de meilleur ami que les États-Unis de Donald Trump. 6 ans plus tard, alors que le candidat républicain est au coude à coude dans les sondages face à sa rivale démocrate, ce sentiment est encore largement partagé. C'est le cas dans la colonie d'Eli, au centre de la Cisjordanie occupée. Ces deux Américano-Israéliens vivant ici savent pour qui ils voteront le 5 novembre. J'ai décidé qu'il n'y avait pas de doute sur la personne pour qui voter en tant que citoyen israélien qui s'intéresse à Israël. Mon vote ira à Donald Trump. Nous avons déjà vécu 4 années d'administration Trump et je pense qu'il a prouvé sa capacité à se ranger du côté d'Israël dans les affaires du Moyen-Orient. Un plébiscite qui s'explique notamment par les décisions pro-israéliennes prises par Donald Trump durant son mandat, comme le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan occupé et la normalisation des liens entre Israël et plusieurs pays arabes dans le cadre des accords d'Abraham. Face à lui, depuis le début de sa campagne en juillet, Kamala Harris marche sur la corde raide. Bien qu'elle ait affirmé à plusieurs reprises qu'il est légitime qu'Israël se défende, la vice-présidente semble laisser certains Israéliens inquiets sur l'étendue de son soutien si elle arrive à la Maison-Blanche. Que se passera-t-il si la vice-présidente Harris remporte les élections? J'ai l'impression que son cœur n'est pas vraiment avec nous. Un sondage publié le 29 octobre par la chaîne israélienne N12 révèle que 66% des sondés israéliens souhaitent voir Donald Trump l'emporter face à Kamala Harris. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Dans quelques instants, vous allez suivre votre film Uglies. Sur ce, restez avec nous et très bonne soirée à tous. Au revoir.